Et nous, c'est comme ça qu'on utilise l'open innovation. C'est aller chercher un autre regard, un nouveau regard pour enrichir nos solutions. C'est vraiment ce côté de partage qui est vraiment très très intéressant. Bienvenue au cœur de l'innovation ouverte ou l'Open Inno pour les intimes. Je suis Lorraine, cofondatrice de Labs 214. C'est un studio de product design, product management couplé à un laboratoire d'innovation stratégique à Montpellier. Et donc effectivement, on travaille sur des projets d'open innovation qui mixent public-privé. Avant tout, avant d'accueillir nos invités, juste une toute petite introduction sur ce qu'est l'innovation ouverte. Donc on est face à des enjeux complexes, à des entreprises qui ne peuvent plus vraiment penser et agir seules aujourd'hui dans le cadre de toutes les transformations à l'œuvre. Et l'innovation ouverte porte bien son nom, puisque ouverte, ça veut dire qu'on fait face à des entreprises et à des organisations qui s'élargissent, puisqu'elles vont chercher à l'extérieur des compétences, des technologies émergentes pour répondre à de nouveaux besoins ou des besoins mal couverts, pour améliorer leurs services, pour construire de nouvelles offres ou de nouveaux marchés. Et pour les entreprises innovantes, les startups, les jeunes pousses, c'est un moyen de construire l'avion pendant qu'on vole. Donc c'est vraiment la capacité à avoir des boucles itératives très pertinentes pour apprendre et construire un meilleur produit directement avec les retours du terrain. Donc je vais laisser les invités se présenter à vous, en commençant par Carole, si tu veux bien. Bonjour à tous, donc Carole Leclerc, je suis directrice de l'innovation et du digital à URSAF Caisse Nationale. Je n'ai pas besoin de présenter l'URSAF, je pense. Bonjour à tous, je suis Marie Gérard, je suis directrice commerciale chez Scénario, qui est une start-up qui permet à tous les studios de jeux vidéo d'entraîner des algorithmes basés sur leurs jeux passés. Bonjour à tous, je suis Inès Becker, chef de projet innovation à Radio France. Et bonjour à toutes et à tous, Benoît Besson, SNCF Réseau. Je fais de l'innovation et de l'open innovation depuis 10 ans. Avec un mantra, c'est de faire des choses pratiques, pragmatiques pour les femmes et les hommes de l'entreprise, pour qu'on ait un réseau qui soit durable, robuste pour les territoires, les voyageurs et les industries. Bon, on peut les applaudir déjà. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous montrer un peu les coulisses de l'open innovation, parce que c'était ça qui nous faisait un peu kiffer, vibrer. Donc d'abord, je vais lancer la première question. Qu'est-ce que vous recherchez d'abord dans les grands comptes, dans les grands groupes, à travers l'open innovation, et qu'est-ce qu'elle apporte dans les multiples dimensions que l'organisation représente? Et je vais donner la parole à Carole, si tu veux bien commencer. Avec plaisir. Alors déjà, pour nous, l'open innovation, c'est une vraie conviction de richesse. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette conviction intime que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour nous, c'est le meilleur moyen de s'acculturer à ce qui se fait ailleurs, sur le marché, dans l'écosystème avec un grand E. Et puis, on se fait aussi un devoir, un plaisir de répondre présent quand on est sollicité par des startups qui ont envie de venir pitcher. Alors évidemment, il faut que ça ait un rapport et que ça nous intéresse. Mais en tout cas, on fait le maximum pour les recevoir et pour écouter ce qu'elles ont à nous dire. Et on le fait en modèle de pitch contest. Parce qu'une start-up, alors c'est bien, ça vous entraîne pour pitcher quand vous allez présenter ça à une personne, mais on trouve que c'est plus intéressant pour vous de le faire devant une assemblée qui est intéressée. Et donc nous, on mobilise l'ensemble des collaborateurs de l'ensemble des réseaux des URSAF, donc les 21 URSAF au-delà de la Caisse nationale, en proposant, en expliquant quels vont être les pitchs, et donc de permettre à ces start-up de venir pitcher devant une assemblée qui est plus large. Et c'est ça qui crée finalement cette richesse et l'acculturation à l'écosystème. Et cette acculturation, elle est d'autant plus importante que notre stratégie digitale, d'une manière générale, elle est vraiment fondée sur une approche pas à pas. Et on commence toujours par un POC. Donc, dans cet esprit makers, on va vouloir mettre le pied à l'étrier très très vite et avancer généralement avec une start-up, une petite structure qui a des convictions fortes, qui s'est intéressée bien souvent à une technologie, mais avec vraiment ce souci de l'usage. Donc de se dire, je connais la problématique des grands comptes, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce dont ils ont besoin, ou en tout cas j'ai envie d'avancer avec eux. Et donc on va co-construire un POC avec ces startups de manière très opérationnelle pour ensuite définir une stratégie de manière plus globale.
Et puis il y a d'autres avantages à cette Open Innovation, notamment on a la chance d'avoir un lab URSAF où on fait beaucoup d'intelligence collective. Et dans ce contexte, on le fait, et on le fait peut-être trop peu, et c'est une invitation un peu ouverte. Sur certaines thématiques, on aimerait voir plus de startups venir réfléchir avec nous dans nos ateliers d'intelligence collective, quand le sujet s'y prête, bien sûr. Mais pour avoir vraiment cette ouverture et inviter un écosystème à venir réfléchir avec nous. Alors, c'est d'autant plus facile qu'on a une mission de service public. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de secret à défendre. Et puis, enfin, dernier élément clé, c'est tout ce qui concerne l'open data. Où là, dans cette approche d'innovation ouverte, on va mettre à disposition des jeux de données, des API, en espérant que le marché s'en saisisse. Et donc, petite promo pour notre site Open URSAF, qui vous permet d'accéder à tout un tas de données intéressantes, notamment pour construire les études de marché. Merci beaucoup. Donc, un moyen finalement d'ouvrir les chakras, mais de tout le monde, pas seulement en interne. Inès, je crois que tu as des complémentarités fortes par rapport à ce qu'a dit Carole. Oui, tout à fait. On a la chance aussi d'être un service public. Donc, dans la même optique, on veut amener l'innovation et les innovateurs qui sont déjà à la Maison de la Radio et de la musique et dans les différentes stations locales France Bleu à innover avec des startups, des scale-up, des entrepreneurs, etc. Donc on offre aussi une Open API comme vous et on essaye vraiment d'être dans ce partage. D'ailleurs, on n'est pas une direction de l'innovation, mais une direction de l'accélération et du partage de l'innovation. Donc c'est la DAPI, long acronyme, mais voilà, ça veut dire que nous, en tant que chef de projet innovation, on ne se considère pas comme les innovateurs de Radio France, mais comme des facilitateurs entre toutes les équipes et les startups, entrepreneurs, etc. Je fais toute la liste parce qu'effectivement, on ne bosse pas qu'avec des startups, on bosse avec toutes les entreprises qui veulent bien rentrer dans notre dispositif d'Open Innovation qui s'appelle le Sandbox Radio France, qui est un programme qui dure 3-4 mois où on va challenger vos solutions innovantes avec les besoins métiers de toutes les directions de Radio France. C'est-à-dire que Radio France, certes, c'est 7 chaînes de radio nationales, 44 stations France Bleu locales. Il y a aussi tous les orchestres Radio France. Vous connaissez bien le festival Radio France en Occitanie, etc., etc. Il y a aussi toutes ces directions auxquelles on ne pense pas, où on est un service public, donc comme tous, on a une direction RH, une direction RSE, une direction comptable, etc. Et ces services aussi veulent innover, et on va, nous, aller chercher les solutions de demain qui pourront les aider. Et donc, pour nous, c'est vraiment ce côté de partage qui est vraiment très, très intéressant dans l'Open Innovation. Et est-ce que justement, tu veux bien nous parler un petit peu du travail que vous avez fait avec Scope 3 ? Oui, bien sûr. Donc, c'est une start-up qui est basée à Montpellier et qu'on a fait gagner à Vivatech il y a 1 an dans un challenge sur l'éco-responsabilité dans l'industrie média qu'on menait avec France Télévisions et France Info, qui était le partenaire média du festival. Et donc, cette start-up propose une plateforme de vente et achat de mobilier professionnel de seconde main. Donc demain, si vous voulez avoir des super meubles comme ici, des tabourets, etc., vous pouvez utiliser leurs services. Nous, on les a sélectionnés pour travailler avec la direction de l'établissement Radio France, donc encore une des directions cachées avec qui on peut innover, avec notre service d'innovation aussi. Et l'idée, c'était justement de travailler ça, sachant qu'en plus, là, cette année, tout le monde qui travaille à Paris revient à la Maison de la Radio et de la musique. Ce qui après 15 ans de chantier. Donc c'est un grand moment, et donc on a travaillé avec eux sur cette problématique, et ça a aussi permis aux différentes locales France Bleu de pouvoir les contacter et de faciliter un peu la relation sur ces sujets RSE. Et donc le Sandbox, ce qui était vraiment intéressant, je pense, et ça peut rejoindre ce que tu racontais, c'est qu'on leur a aussi appris ce que c'est un service public. Et donc la limite un petit peu de leur technologie, par exemple, par rapport à nous. On les a fait rencontrer avec d'autres acteurs de public qu'on retrouve souvent dans le label French Tech Central, à savoir l'UGAP. Et c'est ce genre de réseau qui est inconnu souvent ou peu connu aux écosystèmes innovants qu'on arrive à initier ou en tout cas à renforcer. C'est via ces échanges-là qu'on a pu les faire aller un pas de côté par rapport à leur quotidien. Oui, et faire grandir leurs produits finalement. Voilà, exactement.
Benoît, je crois que tu as plein de choses à nous dire sur le Rail Open Lab. Exactement. Donc, le monde, il change beaucoup. Et nous, SNCF Réseau, on est un des moteurs de ce changement. Et on accompagne le changement du monde et de nos sociétés avec la digitalisation de nos réseaux, par exemple. Donc on a des grands programmes, on a ce qu'on appelle des commandes centralisées du réseau, donc on a des tours de contrôle qui permettent de superviser toute une grande région pour les circulations. On a le RTMS, qui est un système de signalisation qui est européen, qu'on commence à implémenter chez nous. Et puis on a un projet aussi phare qu'on aime bien mettre en avant, qui s'appelle Minerve, qui permet de faire de la modélisation très fine de nos assets pour préparer les chantiers. Alors, pourquoi je vous parle de ces projets ? Parce que bien évidemment, pour faire ces projets, on s'appuie sur notre expertise. On est les meilleurs du monde dans ce qu'on fait, mais on ne fait pas tout dans le monde. Donc on a forcément besoin d'aller chercher des savoirs ailleurs, des compétences qu'on n'a pas. Et nous, c'est comme ça qu'on utilise l'Open Innovation chez SNCF Réseau. C'est aller chercher un autre regard, un nouveau regard, pour enrichir nos solutions, enrichir nos choix stratégiques, nous aider dans la construction de ces roadmaps. C'est finalement apporter l'œil que nous, on n'a pas parce qu'on est focalisé sur la technique pour avoir un réseau qui est robuste et durable. Et pour reprendre et paraphraser notre président-directeur général, l'innovation pour l'innovation, chez SNCF Réseau, on ne la voit pas très utile. L'innovation, elle doit être utile, elle doit être partagée. Et plus elle est partagée, plus elle est utile. Donc on nous encourage à aller chercher ces connaissances et ces compétences ailleurs pour venir enrichir les connaissances et les compétences qu'on a et avoir un dispositif, des solutions qui soient finalement adaptées à tous les usages. Et la chance qu'on a chez SNCF Réseau, c'est qu'on a initié il y a 5 ans une démarche qui s'appelle le Rail Open Lab, donc, que tu mentionnes, qui est une association depuis 1 an, donc on est très fiers de ça, mais qui est surtout la première plateforme d'openisation de la filière ferroviaire française. Alors, la spécificité, c'est qu'on est à la fois un think tank, on pense ensemble, et on pense beaucoup, mais on est à la fois un do tank, on fait beaucoup et on fait tous ensemble. Et l'écosystème, il y a 30 entreprises différentes, donc on fait tous ensemble des choses. Donc on est le premier think do ou do think tank, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, du ferroviaire. Et pour ça, on est très fiers, Cocorico, SNCF Réseau, RATP et les 2 syndicats professionnels qui sont avec nous. Et la spécificité du Rail Open Lab, c'est ce que je disais tout à l'heure, travailler de manière pragmatique. On a développé un nouveau mode de collaboration, on parlera après des startups, qui nous permet d'être compatibles, nous, SNCF Réseau, nous, le ferroviaire, avec le monde des startups, avec des sprints très courts de 4 mois, où pendant les 4 mois, on va cadrer une expérimentation, la réaliser sur le terrain, avec les vrais utilisateurs. Je parlais de ça au démarrage. Donc moi, ce n'est pas moi qui ai les idées. Moi, j'assemble les personnes qui vont travailler sur ces idées. Et c'est des agents qui sont en orange la nuit, qui font la maintenance et la régénération et l'exploitation du réseau, qui testent ces solutions pendant 4 mois. Et comme on est dans le open, eh ben on ne garde pas ça pour nous, on en parlera à la fin, on le partage le plus librement possible dans toute notre communauté. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on vient chercher. Et le Rail Open Lab, c'est la traduction, finalement, de la volonté de SNCF Réseau de faire l'innovation de manière collaborative pour, je le répète, avoir un réseau qui soit robuste, qui soit durable, adapté à toutes les contraintes et avec la meilleure qualité de service. Donc voilà ce qu'on vient chercher, nous, dans l'Open Innovation. Et je te remercie parce que ça fait exactement la traduction parfaite à l'entreprise élargie, donc élargie vers sa filière. Et alors, vous vous demandez pourquoi Marie n'a pas encore parlé, peut-être. C'est parce que Marie est la start-up scale-up de la bande. Et du coup, on va passer du côté scale-up de la force tout de suite. Donc, à contrario des grands comptes, est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, tu cherches dans l'Open Innovation, notamment quand on parle de Scénario, qui est donc une entreprise tech spécialisée dans l'IA générative pour les jeux vidéo ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs aussi dans la salle. Alors, je vais aussi m'adresser à vous et surtout prendre ce côté du dialogue. Je pense que le partage, c'est hyper important en innovation aussi. Mais s'allier à des grands groupes, c'est aussi nouer un certain partenariat. Vous partagez vos connaissances, vous partagez aussi vos découvertes, vous partagez aussi des positionnements forts, comme par exemple Scénario, on l'est dans la générative AI. Donc on va s'allier à des grands groupes pour effectivement créer des partenariats, réfléchir avec eux sur la partie générative AI. On va regarder quel est leur roadmap, voir quels sont les papiers qui sortent, voir quels sont les sujets technologiques qu'ils devraient adresser également. Donc, dans ce cadre de partenariat,
Ce qu'on va aller regarder aussi, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut effectivement nous apporter. Donc, ils peuvent effectivement nous apporter des questionnements sur la partie, par exemple, sécurité. Ils peuvent nous apporter des questionnements sur des enjeux qu'on n'aurait pas considérés parce que potentiellement, en tant que start-up, on va aller regarder sur des cercles ou sur des impacts qui vont être directs. Hein. Je le connais très bien, start-up, on est tout le temps la tête dans le guidon, on a du mal à step back, comme on dirait en anglais, et regarder en fait plus loin. Donc, c'est effectivement de c'est pouvoir se projeter dans la durée, c'est de pouvoir effectivement regarder quels sont ces enjeux d'acteurs comme l'URSSAF, comme Radio France, comme effectivement la SNCF, et de regarder quels sont ces points clés qui feraient que la technologie s'adapterait dans ces roadmaps. Donc voilà, alors dans le partenariat, il y a effectivement les enjeux business. Dans ces enjeux business, en tant que start-up, il y a aussi tout ce qui est la partie levée de fonds. Donc nous, par exemple, on est associé avec Motive Venture, qui font partie des Galeries de Lafayette, qui nous aident également pour tout ce qui va être la partie RH, qui vont nous aider sur des sujets aussi, des enjeux technologiques. Donc c'est très très important, je pense, en tant que start-up, se focaliser sur les verticales dans lesquelles on est présente, de chercher, targeter les grands groupes, de regarder quels sont leurs programmes et effectivement voir quels sont les avantages aussi en tant que start-up que nous, on peut en retirer. Donc voilà. Oui, parce qu'au-delà de concevoir un meilleur produit, un meilleur dispositif directement sur le terrain, il y a aussi comment on structure l'entreprise pour qu'elle soit pérenne et durable. Complètement, tout à fait. Top. Et Benoît, je crois que tu as un exemple à nous partager sur comment la SNCF, justement, a aidé Moïse à se développer. Et exactement. Donc, chez SNCF Réseau, il y a une dizaine d'années, on avait un accélérateur de start-up, un peu comme ce que tu présentais. Et on en est revenu pour plein de raisons. Et la première, c'est la survie des start-up. On s'est rendu compte qu'un groupe comme le nôtre, quand il dit OK à une solution, à une start-up, la pauvre, si elle n'a pas les reins solides, si elle n'a pas les financements et la capacité d'aller jusqu'à la MCO, donc le maintien en condition opérationnelle de sa solution, en fait, on la tue. Donc on n'en a tué aucune, mais on en a certaines qui ont eu des difficultés à travailler avec nous et on a dit on ne veut plus faire ça, on ne veut plus travailler comme ça. Donc on a cherché pendant quelques années un autre moyen de travailler et le Rail Open Lab est arrivé, je le disais il y a 5 ans, à point nommé, puisqu'on a mis en place cette fameuse structure agile qui permet de discuter sur le même pied d'égalité qu'une start-up. C'est plus SNCF Réseau qui discute avec une start-up, c'est plus RATP, c'est plus une grande entreprise, c'est une association qui travaille de manière agile et rapide. Et en effet, il y a 4 ans, on a gagné un concours sur l'IoT avec le Rail Open Lab sur une solution. Et l'un des lauréats m'a parlé d'une start-up qui s'appelait Moïse. Alors, personne ne connaît Moïse, c'est normal, ils sont tout petits. Moïse, ça paraît très complexe, mais c'est assez simple en fait comme fondement. Il récupère avec un gradient de température, donc ça tombe bien, il y a le grand feu là, ils auraient pu faire quelque chose de bien. Ils récupèrent avec la différence de température, ils arrivent à générer de l'énergie, pardon. Et nous, on l'a utilisé, ça vous paraît peut-être pas naturel, mais on l'a utilisé pour le fil de la caténaire sur lequel il y a l'électricité qui passe, pour avoir la température. Parce que, vous savez, le métal, quand il fait chaud, ça fond, quand il fait froid, ça se contracte. Et nous, on a besoin, pour bien envoyer les circulations au bon moment, on a besoin de connaître la température. Mais on est dans une démarche RSE, aussi de tout ce qui est green, embarquer aussi les industriels dedans. On a demandé une solution où il n'y ait pas de batterie. Et là, Moïse est arrivé et a créé un capteur qui génère de l'énergie sans avoir de batterie et qui nous donne l'information dont on veut. Et pour aller plus loin, on a tellement aimé qu'en 4 mois, on a co-développé et on a déposé un brevet avec eux. Donc Moïse et SNCF Réseau ont déposé un brevet sur une expérimentation qu'on a faite ensemble. Donc nous, on est là aujourd'hui avec une autre façon de travailler avec les startups. Je pense qu'il faut qu'on se reparle, parce que dans le Rail Open Lab, on a un sujet sur la gamification pour la formation. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais voilà, on a décidé d'aider autrement les startups, non pas en passant une commande en milliers d'euros qu'ils n'arriveraient pas à faire, mais en mettant des conditions exceptionnelles de test, en ouvrant les portes de SNCF Réseau pour qu'ils puissent venir s'enrichir et se développer du mieux qu'ils peuvent. Et s'ils peuvent après faire affaire avec SNCF Réseau, c'est tant mieux. Mais surtout, ils auront un gros scale-up, non pas financier, mais technique grâce à nous. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on traite ce sujet-là. Un scale-up d'expérience aussi. Exactement. Donc, pour arriver à ces multiples potentiels et ces beaux horizons, il y a quand même des freins à lever dans l'open innovation, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu les freins que vous avez vécus, vous, et comment on peut tirer parti, le meilleur parti de l'open innovation? Qu'est-ce qu'il faut résoudre, finalement, pour y arriver? Je pense que Marie, tu peux peut-être démarrer. Ouais, top. Donc du coup, effectivement, je mentionnais le fait que c'était top de pouvoir nouer des partenariats avec des grands groupes parce que ça nous permettait effectivement de nous projeter dans la durée.
mais on est sur des laps de temps qui sont complètement différents. Startup, on a un burn rate, on a un certain nombre de cash dans la banque et on doit travailler avec les ressources qu'on a à disposition en fonction, je dirais, de ce laps de temps qui est parfois 1 an et demi, 2 ans dans l'idéal, mais qui peut être vachement plus court, qui peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et effectivement, je dirais en année start-up, c'est comme des années de chat, c'est x7, hein, d'accord. Donc, quand on commence à parler à un grand groupe et puis après qu'on propose effectivement des projets pour pouvoir faire des POC ou autres, et qu'on nous dit ah bon, ben, on prend votre dossier, on revient vers vous dans 1 mois. Dans 1 mois, on commence à avoir un premier rendez-vous et puis après on continue avec je dirais la personne suivante et la personne suivante et la personne suivante. Bah oui, en fait, c'est un frein énorme parce que je dirais l'innovation au sein des startups n'attend pas et le burn rate n'attend pas non plus. Donc, ce qui fait que parfois, je pense que des grands groupes peuvent faire face effectivement à un certain manque d'agilité où la startup, elle, va être très agile, va continuer de l'avant. Et en fait, parfois, on peut passer à côté d'opportunités effectivement de collaboration parce que le grand groupe a avancé de manière trop lente. Aussi, je dirais en tant que frein innovatif, et ce que je vois beaucoup, et dans mon passé en tant que account manager chez Amazon Web Services, c'est qu'il y a énormément de freins au niveau de la sécurité des datas. Alors c'est bien, on peut utiliser les API, par exemple de l'URSSAF, mais j'aimerais bien aller voir dans le détail et de savoir effectivement quelles sont les contreparties pour pouvoir adopter ces API. Je pense que ce sont des contraintes effectivement de sécurité qui sont très freinantes pour les startups, qui sont nécessaires effectivement par rapport à la protection de données, etc. Mais malheureusement, nous, par exemple, si on veut travailler avec des grands groupes, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des pentests d'un point de vue de notre architecture technique. Les pentests, c'est 30 000 €. Alors bon, on rajoute ça au burn rate, hein, et puis on l'accélère un tout petit peu plus. Hein, et puis après, si on n'a pas de réponse et que ça ne fonctionne pas, ben malheureusement, c'est OK, bon, ben on va regarder si ce pentest est utile potentiellement pour un autre gros groupe. Donc je dirais que ce sont les 2 freins principaux que moi je vois en tant que start-up à la collaboration et au partenariat effectivement avec de plus gros groupes. Et je crois qu'au-delà de ça, c'est un frein qui est partagé mais qui n'est pas vu de la même manière de l'autre côté. Et Carole va pouvoir nous détailler un peu sa vision. Oui, alors on en a conscience. On y travaille. Donc effectivement, on a conscience qu'on n'est pas sur la même temporalité et nous, à l'innovation, on essaye justement de se positionner un peu en intermédiaire entre les fonctions achats, juridiques dans la structure, hein, qui ne gèrent pas que l'innovation et la relation aux startups, et cette conscience qu'effectivement, il y a du cash burn de l'autre côté et qu'il faut vite contractualiser si on est intéressé, parce que même quand on dit à la startup on est intéressé, mais ça ne va pas se faire tout de suite. La start-up, elle entend « oui, ça va se faire ». Et en fait, on n'est pas sur la même temporalité. Donc, nous, on essaye vraiment de s'organiser, c'est-à-dire qu'on a déjà une personne qui est dédiée à ça, qui maintenant a vraiment industrialisé le process. Donc, dès le pitch contest, on essaye d'associer les équipes sécurité, les équipes achats, pour vraiment poser toutes les questions dès le départ. Et on connaît les questions qui pourraient poser problème. Je veux dire, on a un bingo des questions avec RGPD, etc. C'est des grands classiques. Donc, on a déjà quand même bien préparé le terrain. Après, il faut qu'on travaille aussi les délais de paiement. C'est une réalité, hein. C'est-à-dire que souvent, en tant que grand groupe, on a des conditions de paiement qui ne sont pas compatibles avec la trésorerie des startups. Donc, en tout cas, il y a des acteurs qui font le maximum. Je pense à l'URSSAF comme dans d'autres boîtes. Et puis, enfin, effectivement, nous, quand on veut faire un POC, on a aussi très envie de le faire très vite. Et donc, il faudrait nous trouver des solutions pour qu'il y ait un minimum d'adhérence au SI, pour qu'on puisse le faire dans les meilleures conditions. Donc là, il y a de l'innovation à imaginer côté start-up pour nous permettre de faire des POC sans aller chercher de la data personnelle. Je suis sûre qu'on va y arriver. Start-up, si vous êtes dans la salle, pas d'intégration SI. Inès, est-ce que tu veux compléter par rapport à ça ? Je rejoins, c'est clair. Pas d'intégration SI, toujours pas. Moi, la problématique de la temporalité, elle se pose plutôt à l'issue de l'expérimentation, en fait. C'est-à-dire que lancer un sandbox, c'est très simple. Il suffit finalement... on veut que ce soit très simple. C'est-à-dire que moi, il faut que je trouve l'équipe qui soit partante, porteuse de besoins à Radio France, et la start-up, l'entreprise motivée pour rentrer dans les conditions de l'expérimentation qui est dans un cadre non financier. Donc, si
c'est bon pour tout le monde, on y va. Ça, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'intégration dans le SI aussi, ça c'est sûr. Par contre, du coup, moi, mon frein, c'est plutôt l'issue de l'expérimentation et qui se prépare en amont, du coup. C'est-à-dire que, OK, c'est dans un cadre non financier, donc du coup, ça veut dire qu'on n'est pas votre client. Ça, c'est sûr, enfin, je le répète, c'est super important pour moi qu'on ne soit pas prioritaire sur vos clients, justement. Par contre, ça veut dire qu'à l'issue de l'expérimentation, certes, on a noué un lien fort, mais en fait, l'objectif sera vraiment d'avoir appris quelque chose, d'avoir rempli vos objectifs de pourquoi vous avez fait une expérimentation avec nous, mais on ne vous promet pas d'industrialiser. Et ça peut être un frein autant de votre côté que de celui des équipes que j'ai motivées à faire l'expérimentation pendant les 3 mois. Et du coup, des fois, je sens la frustration de ne pas poursuivre ou d'avoir engagé du temps et de l'énergie sur un projet où ça va être certes dans un temps court et on aura appris des choses, ça va nourrir notre stratégie, mais ça n'aura pas forcément de suite. Voilà, donc ça c'est de notre côté que ça doit avancer et ça le fait au fur et à mesure. Mais c'est vrai que nous, notre condition d'expérimentation, c'est pas forcément l'industrialisation. Et ce sont des choses qui marchent malgré tout et qui font des boucles d'apprentissage certaines. Oui, tout à fait. Par contre, effectivement, la start-up sort avec des apprentissages, de la valorisation. Je parle de Scope 3 aujourd'hui, comme j'aurais pu parler de plein d'alumni, on en a une vingtaine aujourd'hui. On a aussi cette valeur du partage, c'est-à-dire que oui, c'est de l'open, donc du coup, on a un réseau autour de nous et on va échanger nos start-up avec d'autres de ces réseaux-là. Donc il y a beaucoup de bénéfices possibles pour ce genre d'expérimentation. Pareil, côté équipe métier, qui se ressort agrandi par une expérimentation avec le côtoiement finalement d'un univers totalement différent de ce à quoi ils sont habitués. Oui, et donc plein de nouvelles idées à développer aussi. Tout à fait. Et alors Benoît, toi tu as craqué plein de freins au Rail Open Labs. Alors tu vas nous expliquer les coulisses de tout ça, de la copropriété intellectuelle. Exactement. À plein de choses. Donc, nous on avait exactement les mêmes freins que vous et on a décidé de ne pas s'arrêter, en effet de les craquer, de passer au-dessus. Donc sur les data, on a une partie d'open data chez SNCF Réseau qui est disponible pour tout le monde. Et pour avoir de la data chez Réseau, c'est pas très compliqué, il faut juste demander. Et comme on aime beaucoup les startups et les partenaires, d'un point de vue cybersécurité, on fait ce qu'on appelle un PAX, un profil d'assurance de cybersécurité, qui permet de définir comment on s'échange de la donnée. Et alors, parmi tous les freins, parce que vous imaginez qu'à 30 industriels dans le ferroviaire, il n'y a que des freins, il y en a 3 principaux qu'on a levés et dont on est fier. Le premier, c'est sur la propriété intellectuelle. Parce que ça, on n'en a pas parlé encore, mais nous, on n'a pas que des startups en face, on a des industries qui ont leur savoir-faire. Et la première peur, c'est de dire, j'ai pas envie de partager parce que je vous donne ma propriété intellectuelle puisqu'on est sur du co-développement. Alors on a répondu simplement à ça dans le Rail Open Lab. On a mis en place des règles qui sont win-win. Et je ne le dis pas parce que c'est faux, je le dis parce que c'est vrai. Tout le monde est gagnant. Et ça se base sur un principe simple. Chacun vient avec ce qu'il a et est propriétaire de ce qu'il a amené. Par contre, on partage ce qui est mis en commun pendant les fameux 4 mois de sprint et avec une règle d'attribution qui va de la copropriété proportionnelle à ce que j'ai amené, c'est la plus compliquée, à je laisse toute la propriété à l'industriel, mais comme je suis soumis au marché public, ce sera mon deuxième frein, vous m'octroyez le droit d'utiliser les résultats pour lancer un appel d'offres, sinon vous ne pouvez pas être soumissionnaire de mon appel d'offres. Donc les industriels ont très vite compris, ils ont dit ok, ça marche comme ça, et depuis on n'a plus aucun problème, et ça se passe très très bien. Donc le sujet de l'API, on l'a mis de côté comme ça. Le deuxième sujet, c'est lié à la structure de SNCF Réseau, on est soumis au code des marchés publics. Donc moi j'ai un peu le problème, c'est que je vois une start-up qui me plaît, je ne peux pas faire ce que je veux avec. Bon, j'ai 4 mois pour m'amuser avec et faire un truc génial, après il faut que je rentre dans les clous. Donc c'est un peu frustrant de temps en temps, mais là aussi on a travaillé autrement. En fait, on est en train de travailler avec les achats et on le fait au niveau filière pour diminuer ce fameux temps qui te pose problème et qui nous pose problème aussi parce que nous aussi on a envie d'aller aussi vite que toi. On est en train de travailler sur une démarche qui permette de passer des achats plus rapidement tout en respectant les codes des marchés publics. Et en parallèle de ça, un problème qui est un grand groupe comme le nôtre où la sécurité est omniprésente, c'est quand je prends une solution qui existe, la mettre sur le terrain, la mettre sur les rails pour être très précis, c'est compliqué. Il faut faire évoluer des textes, il faut faire évoluer des pratiques. Ça demande du temps. Là aussi, on a craqué des sujets. Il y a 4 ans, pour faire une démarche, il fallait 6 mois. Nous, on l'a fait en 23 heures. Et le record, ça a été 22 heures. Donc, on arrive, avec les agents qui sont responsables de ça, à craquer ces sujets-là parce qu'on travaille ensemble. Et enfin, le dernier frein, c'est le SI.
Pas d'intégration chez SNCF Réseau telle qu'elle non plus. En revanche, dans le Rail Open Lab, on prépare l'intégration, puisqu'on fait un check-up de toute votre solution, je dis vous, industriels et start-up, pour préparer l'intégration. Et on est un organisme d'intérêt vital, donc on est soumis à plein de cyberattaques de manière très récurrente et très régulière, donc on se doit d'être robuste et imperméable, mais permissif. Et le permissif, on le travaille dans les fameux sprints de 4 mois, où on vous donne les clés pour rentrer chez nous, mais pas n'importe comment. Donc nous, on accueille tout le monde, il faut juste avoir compris que chez SNCF Réseau, on ne vient pas plugger une solution, quelle qu'elle soit, on vient intégrer sa solution dans un écosystème existant, et il faut respecter certaines règles. Donc voilà les 3 freins majeurs qu'on a réussi à lever, nous. Mais vous faites le boulot parce que vous donnez les clés pour bien s'intégrer. On donne des clés, qui ne sont pas toutes les clés, mais on donne les clés nécessaires pour que l'intégration se passe bien, si jamais, et on le souhaite, ça va plus loin. Et les cas où ça s'est passé, en effet, ça a très bien fonctionné. Et l'exemple le plus parlant, c'est les objets connectés. Il y a 5 ans, tous les acteurs venaient me voir en me vendant des solutions SaaS. J'ai un capteur plus la plateforme. Aujourd'hui, il n'y a plus une vente de plateforme chez SNCF Réseau. On a mis d'accord tous les fabricants, ils viennent vendre un capteur. Le reste, c'est chez nous, on en fait notre affaire. Et leurs solutions s'intègrent, leurs données s'intègrent directement dans notre socle à nous. C'est fini les plateformes SaaS. Merci. On va parler un petit peu du futur de l'open innovation parce que c'est challengeant et qu'on ne l'entrevoit pas forcément. Puis qu'en ce moment, en plus, quand on pense à 10-15 ans, tout de suite, ça fait flipper tout le monde. Mais on s'est dit que ça pouvait être fun. Donc on va imaginer qu'on est en 2035. La conception est écosystémique par nature, adaptée aux enjeux climatiques, technologiques, à la gestion des ressources. L'entreprise ne peut clairement plus agir ni penser seule. Elle s'inscrit dans un écosystème totalement global, mais aussi local, dans lequel s'allie le monde académique avec les connaissances scientifiques, le monde politique pour faire bouger les lignes et les normes en place, les entreprises privées pour la viabilité du business model, les utilisateurs, parce qu'il faut bien une demande quelque part, et toute la chaîne de valeur de partenaires et fournisseurs pour pouvoir adapter le cycle de vie du produit. D'après vous, est-ce que ça, c'est viable ? Est-ce que c'est possible et souhaitable ou totalement illusoire ? Carole, est-ce que tu veux bien démarrer ? Merci pour cette question. Alors, effectivement, de toute façon, quand on croit à l'open innovation, on croit à l'intelligence collective. Donc, le plus on va associer de parties prenantes, d'horizons différents, le plus on a cette richesse qu'on attend de l'open innovation. Ça peut être particulièrement aidant. Nous, quand on fait des ateliers d'intelligence collective, on veut associer pas mal de parties prenantes, dont nos tutelles. C'est toujours intéressant que nos tutelles entendent les usagers, entendent les startups par rapport à une problématique spécifique. Ça peut inspirer pour des textes. Donc, ça peut faire bouger les lignes dans plein de contextes et dans plein de métiers différents. Donc, forcément, on va s'inscrire dans cet avenir un peu plutôt positif, clairement. Après, je pense que l'enjeu, ce sera cette capacité à rester en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut dire on y va, il faut garder cet esprit maker et donc de considérer l'environnement, mais d'y aller, mettre le pied à l'étrier. Et c'est peut-être l'intérêt justement de cette démarche de POC, c'est de dire ok, je vais y aller, je ne vais pas tout prendre en considération, mais j'ai conscience qu'il y a un certain nombre de volets que je vais étudier et je vais les analyser dans le cadre d'un retour d'expérience. Nous, on travaille beaucoup les retours d'expérience de manière extrêmement multidimensionnelle pour justement comprendre comment il va falloir considérer cet écosystème. Donc les REX seront plus compliqués à réaliser parce qu'il y a encore plus de dimensions, mais ce sera encore plus riche. Et peut-être que Inise, justement, par rapport à l'innovation sans enjeu de prime abord, peut-être que là, il y a un début de réponse là-dedans. L'innovation a toujours un enjeu, je pense quand même. Le côté environnemental pourrait être encore plus fort du point de vue local, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on initie, nous, à Radio France, plein d'actions pour être présents ici, par exemple, à Toulouse, mais la semaine prochaine à Nantes, au Festival de l'info locale, etc., etc. L'idée, c'est de multiplier toutes ces expérimentations
avec nos stations France Bleu qui sont déjà sur place et de faire en sorte que les projets se vivent à petite échelle, parce que c'est une expérimentation, mais aussi justement à l'échelle du territoire. Après, effectivement, c'est un beau futur que tu nous dresses. Des partenariats avec les institutions de recherche, avec nos confrères finalement publics comme privés, c'est effectivement des choses qu'on fait déjà et qu'il faut multiplier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, cette année, c'est les 60 ans de la Maison de la radio et de la musique. Si on va dans le futur et dans les images qu'on a finalement de science-fiction, la radio, c'est toujours la dernière ressource des personnages dans les films de zombies, etc. Donc on continuera d'être là et on continuera d'être là avec tous ces autres acteurs pour continuer à faire de l'open innovation qui a du sens. Super. Et Marie, côté start-up, alors, est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va être encore plus long? Ouais, alors tout ce que j'entends, effectivement, je trouve que c'est hyper positif de voir effectivement de grands acteurs qui justement se mobilisent pour l'innovation et pour pouvoir effectivement pousser cette recherche. C'est vrai qu'en tant que start-up, on a deux types de start-up différentes. On a des start-up qui sont très académiques, des start-up qui sont très forts dans la R&D. Et je pense qu'en France, il faut vraiment faire un gros focus sur la valorisation de ces talents qui sont existants. Si on regarde vraiment d'un point de vue technologique, le VP de Meta, c'est un Français. Ceux qui ont inventé les Kubernetes, d'un point de vue technologique, ce sont des Français aussi. Donc voilà, je pense qu'effectivement, si je regarde dans le futur, ce que j'aimerais bien voir de la France, qui est ma terre d'accueil en tant que Belge, c'est effectivement de voir des acteurs politiques qui s'alignent avec l'agilité des startups, qui s'alignent effectivement avec la recherche qui est en continuelle évolution, d'avoir effectivement des grands groupes qui s'alignent avec ces valeurs-là, qui sont prêts effectivement à prendre des risques, comme je l'entends du côté de la SNCF, de se dire ok, on fait vraiment des capsules de 4 mois, où on aligne toutes les équipes derrière vous, on regarde effectivement comment on peut innover à vos côtés. Ouais, dans ce cas-là, je pense que vraiment une innovation sur les 10-15 ans prochains, de manière vraiment écosystémique, je pense que ça peut fonctionner, ouais, tout à fait. Mais effectivement, il faut vraiment avoir une valorisation beaucoup plus importante. Je pense que quand on regarde, même d'un point de vue politique, il y a des très grosses guidelines qui sont mises en place. Cette année, on va se focaliser sur la green tech, cette année, on va se focaliser sur la health tech. Je pense qu'il faut effectivement potentiellement la flexibilité et la liberté de se focaliser sur des nouvelles technologies qui font effectivement bouger ces lignes et d'avoir des gros groupes qui les suivent derrière. Donc, ouais. Ouais, on peut avoir des intentions, mais pas des obligations, puisque sinon, ça enlève complètement la surprise d'une innovation impromptue qu'on n'attendait pas finalement. Oui, tout à fait. Benoît, on te laisse prendre la suite. Moi, j'y vais en 2035. J'y vais parce que j'entends des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, notamment sur l'aspect pouvoir public et tout ça. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut plus rester seul. Je l'ai dit, il y a plein de choses qui se passent. On ne peut plus être en retard, nous, les grands groupes, sur l'IA. On ne peut plus être en retard sur le cloud. On ne peut plus être en retard sur la robotique. Enfin, il y a tous ces sujets-là. Nous, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc, si on est en retard, on est mort et on n'a pas envie de mourir. Donc, il faut qu'on soit à la page. Et c'est en étant avec plein de personnes qu'on est à la page. Donc, c'est même pas, c'est souhaitable, oui, c'est même impératif qu'on aille dans cette direction-là. Donc c'est pour ça qu'on y va tout de suite. Mais pas n'importe comment. Je pense qu'il y a quelques règles à respecter. La première, c'est que il faut oublier la solution drivée par la tech. La tech pour la tech, c'est sympa, ça permet de montrer qu'on est très fort, mais derrière, s'il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien. Donc il faut que les femmes et les hommes des entreprises qui font de l'innovation, elles aient toujours ce réflexe de se dire, il faut que j'ai un utilisateur final, et c'est ce besoin-là que je vais travailler, et c'est là-dessus que je vais plugger ma techno. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les pouvoirs publics. Enfin, vous en avez parlé et je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Il y a un gros travail à faire et je me mets un peu dans les pouvoirs publics parce qu'on est aussi un peu service public quand même. On a un énorme travail à faire sur notre façon de gérer nos partenariats, sur notre agilité, sur notre rapidité. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'Europe aussi pour avoir des filières d'excellence. Dans le ferroviaire, on y travaille, mais s'il n'y a pas l'Europe, on n'y arrivera pas parce qu'on a besoin d'aide. Donc oui, il faut que les pouvoirs publics, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce futur, mettre le pied encore plus à l'étrier, même peut-être le deuxième étrier et qui monte vraiment sur le cheval, qu'ils y aillent et qui développent et qui nous aident, nous, en fait, nous, acteurs de l'économie française, à se développer et à porter de manière plus agile tout ce qu'on fait au monde et donc plus largement. Et le troisième, c'est un peu paradoxal. Je pense qu'il faut que dans l'industrie, on change notre mindset.
Je pense que tous les industriels partagent leurs données quand ils prennent leur voiture, quand ils vont acheter le pain. Le partage de la donnée privée, c'est quelque chose qui est devenu automatique pour 90% des personnes. Mais par contre, dès qu'on parle de pro, ça fait peur. En fait, pourquoi on a peur de partager des données? On partage son adresse, on dit à quel étage on habite, on envoie des photos de ses enfants sur la plage, on envoie à son patron indirectement qu'on a été à l'autre bout du monde sur une plage bronzée pendant 2 mois l'été. Enfin, on donne une quantité d'infos dont on ne se rend pas compte sur la sphère publique, et dès qu'on rentre dans le privé, on a peur de partager. En fait, non, le privé, il suffit juste de mettre des garde-fous, et là, tous les 4, on a plein d'idées, et on met des garde-fous. Je pense qu'on le fait tous intelligemment. Donc, en 2035, il faut faire tout ce qu'on s'est dit collectivement, mais aussi dans le pro et avec des garde-fous. Et alors là, on aura une société qui sera encore plus agile, encore plus rapide, et on sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Et en plus, sur le partage des données, quand même, je tiens à préciser qu'on y est, puisque en ce moment, j'ai la chance de travailler avec des instituts de recherche en consortium d'Open Innovation, le CNES, le CNRS, l'IRD, BRGM, pour concevoir un portail qui centralise les données du système Terre et de l'environnement, pour éviter les silos des communautés scientifiques, parce que pour comprendre le changement climatique, on ne peut pas adresser seulement l'étude des océans sans regarder ce qui se passe dans l'atmosphère et sans regarder ce qui se passe sur les surfaces continentales. Donc l'ordre est en marche et il n'y a plus qu'à, donc on compte sur vous tous. Merci en tout cas à tous nos invités qui ont partagé les coulisses de l'Open Innovation. On espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, on a encore 1 ou 2 minutes. N'hésitez pas. À quoi ça sert l'Open Innovation dans le métavers? Ça va exister, ça ne va pas exister? Quel est votre propre sentiment là-dessus, en sachant que on est devant le métavers, on n'est pas encore certain que ça va fonctionner, mais ça m'intéresse d'avoir votre approche entre Open Innovation et métavers. Je peux répondre peut-être. À Radio France, on a une cellule spécialisée sur le son 3D, 360, etc. Donc, on a suivi de très près tout ce qui s'est fait sur le métavers. Alors, d'abord, d'un point de vue prospective, veille informationnelle, etc. Et aussi expérimentation. Donc, aujourd'hui, on travaille avec la direction de la musique et de la création sur ces questions-là. On n'a pas sorti d'expérience à proprement parler, mais c'est parce que, justement, on préfère, dans un premier temps, tester les choses, aller chercher le bon acteur avec qui s'associer pour travailler sur cette question-là. On s'intéresse aussi à trouver le bon angle finalement pour aborder cette question-là, parce qu'il y a plein de sous-parties dans ça, que ce soit la gamification, les NFT aussi, où on a beaucoup parlé des 2 associés. Voilà, pour nous, ce qui est intéressant, c'est d'être dans la réflexion et dans le test en amont de choses plus étendues. Voilà. Je vais reprendre le relais. Alors, le métavers, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, très clairement. Alors, si effectivement on considère le métavers comme une expérience méta du corps dans un environnement digital, le métavers est à 99% vide. D'accord. Et donc, effectivement, c'est de se dire, OK, dans cette perspective-là, est-ce qu'on veut aller le populer? Yes. Est-ce qu'on veut le populer comme on le voit de manière comme on voit notre monde aujourd'hui? C'est possible. Moi, les cas, effectivement, que je vois énormément, je dirais, en gaming, c'est, OK, allons populer ce métavers avec de l'intelligence artificielle générative. Parce que, forcément, c'est vide. L'intelligence artificielle permet d'aller créer des millions d'assets de manière complètement industrialisée, de manière complètement streamlinée aussi. Donc je dirais effectivement, moi je m'attends à ce que dans les prochaines années, le métavers, même d'un point de vue investissement, a fait vraiment un gros drop, mais on a vu effectivement l'émergence des investissements en tant que dans l'intelligence artificielle générative. Je pense effectivement qu'il va y avoir beaucoup plus de convergence d'ici les 6 à 10 mois prochains, parce qu'il y a une solidification de l'intelligence artificielle et de la technologie de l'intelligence artificielle, notamment sur la partie 3D, qui permet effectivement d'aller populer de manière beaucoup plus industrielle. Donc voilà, mais je pense qu'il y a une évolution qui doit se faire. Je pense qu'il y a une réflexion autour de qu'est-ce que le métavers qui doit se faire aussi. C'est pas seulement, je dirais, un espèce de fourre-tout pour les idées, je dirais, utopistes. Non, voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que les acteurs... Je te rejoins complètement. Ouais, c'est intéressant de voir le positionnement d'autres acteurs effectivement sur le sujet, de dire ok, il y a un vrai parti pris, il y a vraiment un enjeu business aussi, mais structurons-le.
Nous, chez SNCF Réseau, on a une équipe à la Direction Générale Numérique qui a fabriqué un métaverse industriel. Donc on n'a pas pris ce qu'il y avait sur le marché, on a fabriqué notre métaverse. Et en fait, on s'en sert en interne. Donc c'est pareil, c'était une coquille vide qui était magnifique et on l'a remplie. Ça fait 5 ans qu'on l'a remplie. On l'a remplie avec plein de cas d'usage. Et en fait, on l'utilise notamment pour la formation. Et en fait, on fait plein de scénarios. C'est pour ça que je parlais de gamification tout à l'heure. On fait plein de scénarios pour former des agents à des gestes très particuliers qu'on n'a pas forcément envie de faire tout de suite sur la vraie vie, parce que c'est un peu dangereux. Donc en fait, on modélise des scénarios, on les met en application, et derrière, on va former des agents avec ça. Et on peut même on peut aller même beaucoup plus loin, puisqu'on peut faire passer des tests, on peut faire passer des certifications à partir d'objets, à partir de cas qui ont été concrètement importés dans le métaverse et qu'on met finalement au vu et au su de tout le monde. Et ça a été créé par SNCF Réseau. Ça marche très bien, et on ne le dit pas beaucoup, on ne le dit pas assez, mais ça a été présenté à Vivatech aussi, sur les 2 dernières éditions. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est fier et qu'on est en train d'ouvrir à la filière ferroviaire. Je parlais du Rail Open Lab. Il y a des réflexions de cette filière de dire on ne peut pas former tous les acteurs en claquant des doigts, ça coûte très cher de faire venir tout le monde. Donc il y a un sujet sur la formation à distance, et l'un des outils qu'on est en train de mettre en avant, c'est ce qui a été développé, ce qui s'appelle l'Immersive Studio, ce qui a été développé chez SNCF Réseau pour pouvoir nourrir cette filière et en faire une filière d'excellence. Donc ça, c'est c'est la façon dont on l'a utilisé chez SNCF Réseau. Donc on y est, mais on est dans le nôtre. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un truc du marché qui n'était pas adapté. Ça, c'est pas pérenne. Ce qu'on a fait, on a pris ce qu'il y avait de mieux dans la techno, on a développé notre propre outil qui est à notre main, et comme ça, il est adapté avec nos spécificités. Il n'y a pas besoin de le faire intégrer dans le SI puisqu'il est déjà dans le SI. Et donc tout ça, et donc voilà. Et aujourd'hui, on a une vraie équipe. Donc si vous avez des questions sur l'Immersive Studio, n'hésitez pas, ou vous regardez sur LinkedIn Immersive Studio. Ouais, moi, j'aime bien la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire que ce n'est pas le métavers pour le métavers. On est plutôt dans des cas d'usage qui font qu'effectivement, on a été dans l'immersif. Et nous, on a 2 cas d'usage sur lesquels on utilise. C'est effectivement la formation, notamment le fait de positionner les collaborateurs dans des situations potentiellement de harcèlement sexiste. Je ne connais plus la terminologie exacte, mais en tout cas, c'est vraiment une manière assez intéressante de prendre conscience du regard sexiste. Et d'autre part, pour incarner un peu plus un salon d'innovation qu'on organise tous les ans, qui s'appelle Dynamique d'innovation et qui permet à l'ensemble des URSAF de présenter leurs innovations. Et là, on avait vraiment envie d'avoir des solutions avec des petits stands virtuels, des avatars qui permettent d'incarner un petit peu tout ça et avoir un impact RSO évident, puisque ça nous évite de rassembler un forum, puisque l'URSAF, c'est quand même plus de 15 000 collaborateurs. Merci beaucoup à tous et à toutes. On ne pourra pas prendre de deuxième question parce qu'on est déjà en retard, mais merci beaucoup pour votre écoute attentive et merci de votre Merci à input. vous.